Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je voudrais d'abord remercier mon ami Amine, directeur de l'EPO, donc de l'école Maurice-Audin, de me donner cette initiative de pouvoir parler avec vous un peu de mathématiques. Tout d'abord, pour les documentaires, nous avons une chaîne qui s'appelle Science Daily. Vous pouvez aller sur YouTube, là, vous abonner et voir tout. Il y a peut-être plus de 15 documentaires qui ont été faits sur différents aspects de la science. Et donc, nous souhaitons aujourd'hui que la connaissance et le savoir soient partagés par la société. Parce que sans élever le niveau de la connaissance et du savoir de la société, un pays ne peut pas évoluer. La connaissance et le savoir, c'est aujourd'hui un pilier de l'économie du savoir. Et donc, un peuple qui est plus connaisseur dans le domaine du savoir et de la connaissance sera plus apte à affronter l'avenir. Et donc, les mathématiques, pourquoi les mathématiques? Les mathématiques, c'est peut-être l'une des disciplines les plus anciennes de l'histoire des sciences. Parce que pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est d'abord le génie de l'esprit, la transcendance de l'esprit. La transcendance de l'esprit, c'est imaginer l'impossible pour découvrir le possible. C'est réfléchir contre son cerveau, comme disait Bachelard. Bachelard disait, il faut parfois réfléchir contre son cerveau. Vous dites comment réfléchir contre son cerveau? Parce que notre cerveau, un être humain, c'est d'abord un corps physique, un esprit pour réfléchir et une âme pour avoir des sentiments et transcender son esprit. Parce que c'est l'âme qui transcende l'esprit. Parce que l'esprit, c'est de la logique. C'est comme un ordinateur, il raisonne logiquement. Et parfois, la logique ne nous permet pas de découvrir des choses qui sont tellement impossibles à découvrir. Et donc, il faut aller au-delà de son esprit et d'être en contradiction avec la logique dans son esprit. Et les mathématiciens vivent dans ce monde-là, dans un monde à part, qui est immatériel. Un monde où le matérialisme n'existe pas. Ils sont dans leur sens, dans leur propre âme, pour pouvoir. Et l'exemple le plus frappant, c'est Ramanujan. Et c'est ainsi donc à travers l'histoire, les mathématiciens se sont adaptés à pouvoir développer les mathématiques. Et donc dans toute science qui se connaît, qui se fait, donc nous allons voir ensemble un peu le déroulement des choses, comment ils se font. Donc l'intitulé de ma conférence, je l'ai un peu changé pour que nous puissions tous être initiateurs donc de la connaissance ultime du développement des mathématiques. Donc je l'ai appelé de la complétude à l'incomplétude, Gödel et les limites de l'esprit humain. Vous savez pourquoi j'ai voulu faire ceci? Parce que je voulais faire un hommage à un esprit mathématique particulier par rapport à tous les esprits mathématiques qui existaient auparavant. Gödel, Kurt Gödel. Vous allez voir un peu l'histoire de ce Kurt Gödel qui était l'ami intime de Einstein. Et si je disais que Einstein est le plus grand physicien de tous les temps, Gödel est le plus grand mathématicien de tous les temps. Tous les grands physiciens, tous les grands mathématiciens, le New York Times avait déclaré que Gödel était parmi l'un des plus éminents et puis influents mathématiciens de ces 100 dernières années. Et donc, Gödel a apporté des choses qui sont invraisemblables, qui étaient invraisemblables pour les mathématiciens à l'époque, jusqu'il arrive, et puis il change complètement notre vision des mathématiques. Et donc, je vais relier un peu cet destin croisé entre ces deux personnages qui sont Einstein et qui sont Gödel, d'accord, parce qu'ils ont vécu ensemble une partie de leur vie. Mais avant de cela, parce que quand on développe de la science et de la connaissance, surtout de la science académique, de la science purement théorique, elle est basée sur ce que nous appelons la notion de théorie, la notion de loi ou la notion de modèle. Quand vous faites des mathématiques, vous utilisez des théories, vous utilisez des lois ou vous utilisez des modèles.
Mais comment se font ces mathématiques? Alors, les mathématiques, c'est d'abord ce que nous appelons un système formel. Quand vous voulez développer une théorie en mathématiques, c'est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système formel. C'est quoi un système formel d'abord? C'est-à-dire qu'on va faire ensemble. Je vous demande tous de prendre une feuille et un stylo et nous allons essayer de développer ensemble une théorie ensemble. Transcendance de l'esprit, d'accord? Transcendance de l'esprit. Et donc, c'est quoi? Nous voulons construire, vous êtes là, et vous voulez construire une théorie. Comment vous allez vous y prendre pour construire une théorie? C'est la question qu'on se pose. Comment je vais m'y prendre pour pouvoir construire une nouvelle théorie en mathématiques ou en physique ou dans n'importe quelle science? Tout d'abord, comme j'ai dit, toute théorie est un système, on appelle ça en mathématiques un système formel. De quoi se compose un système formel? Un système formel se compose d'abord il essaie de décrire le plus possible la réalité. Décrire le plus possible la réalité. Pour un physicien, c'est décrire le plus possible la nature. La réalité, la nature, tout ce qui est autour de nous. Alors, il y a trois importants concepts que nous devons avoir pour construire un système formel. C'est d'abord des symboles. Nous devons identifier un symbole. Quel symbole nous allons utiliser pour construire cette théorie? Ça, c'est la chose la plus importante. Des symboles, des lettres, essentiellement, des symboles, n'importe quel symbole. Et puis, deuxième des choses, c'est des règles de dérivation. Mais avant des règles de dérivation, c'est des axiomes. Des axiomes. En mathématiques, on utilise la notion d'axiome. D'accord? Rappelez-vous. Des symboles, des axiomes et des règles de dérivation. C'est-à-dire comment, à partir de ces axiomes, je peux trouver d'autres axiomes ou d'autres solutions à mes problèmes qui sont posés. Donc, trois choses importantes pour construire un système formel, construire une théorie, que ce soit en mathématiques ou que ce soit en physique. Des symboles, des axiomes et des règles de dérivation. Alors, mais pour cela, nous avons besoin de choses qui sont importantes dans un raisonnement logique d'un mathématicien. Dans un raisonnement logique d'un mathématicien, on va prendre, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez un stylo et une feuille, d'accord? On va faire cet exercice ensemble. Nous allons par exemple définir, exemple, trois symboles. L'arabesque, le dièse et l'étoile. On va dire que notre théorie, d'accord, est basée sur ces trois symboles, l'arabesque, le dièse et l'étoile. À l'aide de ces trois symboles, nous pouvons former des déclarations. Par exemple, dans l'alphabet, c'est des symboles. Et des déclarations, c'est les mots que vous pouvez construire à partir de ces lettres de l'alphabet. D'accord? C'est ce que j'appelle une déclaration. Si c'est pour un langage, ça sera des mots. D'accord? Qu'est-ce que je peux fabriquer comme mots? Une succession de symboles va me donner des mots. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. À l'aide de symboles, nous pouvons former des déclarations. Donc, une déclaration, c'est une suite de symboles. Alors, je vais prendre trois déclarations. Ces suites de symboles, 2 étoiles, arabesque, étoile, dièse, 3 étoiles, ainsi de suite. 3 déclarations. Mais parmi ces 3 déclarations, d'accord, je vais dire qu'il y a des déclarations qui ont une propriété à un sens, et il y a des déclarations qui ont une propriété n'ont pas de sens. Par exemple, si je crie avec des symboles un mot chat, hein, s'il a un sens. Si j'écris avec ces 3 mots C-H-A-T, je mets ch'ta, hein, ça n'a pas de sens. D'accord? C'est une déclaration, c'est un mot qui n'a pas de sens. Donc ça veut dire que dans les mots ou dans les déclarations que je vais faire, il y a certaines qui auront un sens et certaines qui n'auront pas un sens. D'accord? Donc d'abord, ça veut dire qu'il faut d'abord savoir quelles sont les déclarations qui ont un sens et quelles sont les déclarations qui sont insensées. D'accord? Alors, dans mon cas, je vais définir que toutes les déclarations qui sont comme ça, qui sont suivies d'un dièse, de 2 dièses, d'un arabesque, de 2 dièses et 2 étoiles, sont insensées. D'accord? Tous ceux qui ont cette configuration de mots sont des déclarations qui sont sensées. D'accord? Donc, rappelez-vous ceci. C'est pour ça que j'ai dit, vous écrivez pour ne pas oublier. Ensuite, dans ces déclarations qui sont sensées, d'accord, il y a certaines qui sont vraies et certaines qui sont fausses. D'accord? Je peux écrire des mots
un chat, par exemple, un chat est un animal. C'est une déclaration sensée qui est vraie, d'accord? Si se dit un chat est un humain, hein? C'est une déclaration qui est sensée mais qui est fausse, d'accord? Donc dans ces déclarations, j'aurai aussi deux types, des déclarations fausses et des déclarations vraies, d'accord? Donc je vais dire que tout ce qui est comme dans mes déclarations sensées, tout ce qui est comme ça s'avère être vrai. Et tout ce qui est écrit comme ça dans mes déclarations que je fais s'avère être fausse, d'accord? Parfait. J'ai identifié mes symboles. J'ai identifié mes déclarations qui sont sensées, mes déclarations qui sont insensées. J'ai défini quelles sont mes déclarations qui sont sensées, qui sont vraies et qui sont fausses, d'accord? Je suis en train de construire mon concept d'une nouvelle théorie, d'accord? Maintenant, il est important d'identifier des règles de dérivation d'une déclaration à une autre. Comment je peux passer d'une déclaration vraie à une autre déclaration vraie, d'accord? Et là, donc, je fais des règles de dérivation. Ça veut dire que c'est des transformations d'une déclaration sensée vraie à une autre déclaration sensée vraie, d'accord? Si je mets le chat est un animal, d'accord? Donc le chat, d'accord, je peux dériver une autre déclaration, le chat est un animal domestique. Ainsi de suite, d'accord? Alors, je vais identifier mes règles de dérivation. Alors, dans mon cas, de ces trois symboles, je vais dire, dans notre cas, la seule règle est ajouter un étoile, soit au premier ou au second groupe, d'accord, des étoiles, et un étoile au groupe final. Je vais vous expliquer ceci. Donc, finalement, un système formel devrait comprendre un ou plusieurs actions. Comme j'ai dit, la dernière chose, c'est l'action. Qu'est-ce que ça veut dire un axiome en mathématiques? Un axiome en mathématiques, c'est une déclaration sensée, d'accord, que nous acceptons comme vraie sans condition dans notre exemple. Ça veut dire, quand je dis que c'est un axiome, c'est quelque chose que j'admets vrai, que je ne peux pas démontrer. Que je peux vérifier par une démonstration, par une observation, par un fait, mais que je ne peux pas démontrer. Donc je dis c'est vrai. L'axiome, c'est cette déclaration que je vais dire que c'est quelque chose qui est le fondement de ma théorie. Donc toutes les théories sont basées sur la chose fondamentale, c'est l'axiome. C'est-à-dire, c'est cette déclaration que j'admets vraie, quelles que soient les conditions. Donc une théorie peut avoir un axiome, elle peut avoir deux axiomes, elle peut avoir trois axiomes, etc. L'exemple, si je prends Newton, l'équation fondamentale de Newton, F égale m gamma. F égale m gamma, que vous connaissez tous, d'accord? F est un symbole, égal est un symbole, m est un symbole, et gamma sont les symboles. F égale m gamma, c'est l'axiome de la mécanique classique. Est-ce que je peux démontrer que F égale m gamma? Je ne peux pas le démontrer. Je l'ai vérifié par une expérience. Que mon expérience me donne les résultats correspondants à cette formule m gamma. Donc ça veut dire que j'admets F égale m gamma comme un axiome qui est vrai, mais que je ne peux pas démontrer, mais que je peux vérifier par la suite. Si j'avais fait comme axiome F égale m gamma au carré, ça sera une déclaration c'est un axiome qui sera faux, d'accord? Si je prends les équations de Maxwell, il y a 4 axiomes dans les équations de Maxwell. Ce sont les 4 équations de Maxwell, d'accord, de l'électromagnétisme, qui sont les axiomes de l'électromagnétisme. C'est-à-dire que je les admets de vrai, mais que je ne peux pas les démontrer, d'accord? Donc ça, c'est ça les axiomes. Et donc le génie d'un mathématicien ou d'un physicien, c'est de trouver le bon axiome. C'est toute la différence. Comment un esprit humain peut transcender son esprit pour pouvoir trouver ses axiomes. Donc tout l'avènement de l'histoire des mathématiques ou l'histoire de la physique, c'est ces génies qui viennent avec des découvertes de nouveaux axiomes qui font faire avancer la science. Et donc, comme j'ai dit, on ne peut pas identifier ceci, toutes les déclarations ne sont pas d'un axiome. Alors, si je prends comme l'exemple, on a dit, le seul qui me reste, tout à l'heure, c'était étoile, dièse, étoile, dièse, 2 étoiles. Et j'ai dit que pour les règles, donc à partir, c'est ça le seul axiome que j'ai, et que j'ai dit que les règles de dérivation de cet axiome, c'est soit d'ajouter un étoile au premier et au dernier, c'est-à-dire celui-là
celui qui est en premier, j'ajoute le premier ici, hein, j'ajoute soit ici une étoile, soit ici étoile, et je dois aussi ajouter une étoile ici dans le dernier chiffre. C'est ça, là, les règles de dérivation. Donc ça veut dire soit j'ajoute une étoile ici, et une étoile au dernier, ou j'ajoute une étoile au deuxième, mais une étoile au troisième. Donc la même chose pour toute la suite. Et je dérive. C'est ce que j'arrive ici. D'accord? Parfait. Vous dites ça, c'est des symboles que ça représente quoi? Et c'est là où intervient le génie. Et je vous dis, c'est maintenant je dis que le dièse, le arrobas c'est le plus. Que le dièse c'est le égal. Et que l'étoile c'est 1. 2 étoiles c'est 2. 3 étoiles c'est 3. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, si vous vous rappelez ce que j'ai fait tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est censé et insensé, d'accord, 2 plus 1, c'est 3, d'accord, 1 plus 1 égale 3, c'est une équation, elle est censée. D'autres sont insensés, étoile, si je remplace, hein, par ceci, ça fait 2, c'est insensé. Certains sont vrais, 2 plus 1 égale 3 est vrai, 1 plus 1 égale 3, c'est faux, d'accord. Et un seul axiome, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est le seul axiome, mais à partir de là, je découvre. C'est donc le système d'addition. Voilà. J'ai construit le système d'addition, d'accord, en étant un système formel, simplement pour vous démontrer que effectivement les mathématiques sont la base d'un système formel basé sur des axiomes, sur des symboles, sur des axiomes et sur des règles de dérivation. Et c'est comme ça. La mécanique classique, les symboles, c'est F, la vitesse, l'accélération, etc. Mon seul axiome, c'est F égale m gamma. Mais en dérivant, donc les règles de dérivation de la mécanique classique, c'est le calcul différentiel. Soit je dérive, soit j'intègre, et je trouve tous les autres, la position, la vitesse, etc., etc. Donc vous voyez un peu comment on construit, c'est facile. La construction d'un système formel, la construction d'une théorie. Mais ce qui est le plus difficile, c'est l'action. Là où un génie diffère d'un autre, c'est de pouvoir trouver le bon axiome qui pourra révolutionner les théories. D'accord? Donc voilà. Donc ça veut dire que pour nous, un mathématicien, c'est d'abord la quête. Donc tous les scientifiques, que ce soit dans tous les domaines, c'est la quête de nouveaux systèmes formels et donc la quête de nouveaux axiomes. Donc ça veut dire que l'évolution des mathématiques, c'est à partir d'une théorie, on ajoute ou on ajuste l'axiome pour arriver à une nouvelle théorie. C'est comme la géométrie euclidienne, d'accord? La géométrie euclidienne, la géométrie plane, d'accord? Hilbert, et donc a ajouté un autre axiome, d'accord, qui est sur la non-parallélisation des courbes, des droites, d'accord, pour arriver à ce que j'appelle la géométrie non euclidienne, d'accord? Donc c'est juste en ajoutant un axiome à la géométrie euclidienne. Donc tout se passe ainsi. Et il y a une deuxième chose qui a révolutionné aussi les mathématiques à l'époque, c'est par une mathématicienne, Emmy Noether. Emmy Noether est une femme exceptionnelle. Parce qu'Emmy Noether, à l'époque, comme vous le savez, nous sommes en 1914 à peu près, et à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'étudier à l'université. Vous savez qu'au XXe siècle, donc en 1900, la femme était interdite de pouvoir étudier à l'université. La seule chose qu'on pouvait lui valoir faire, c'est d'étudier dans des écoles spécifiques pour aller faire enseigner, être une enseignante de lycée, de français ou d'anglais, hein, ou de latin à l'époque, d'accord, pour les élèves filles, d'accord. Et Emmy Noether avait la chance d'avoir un père mathématicien. Et donc, quand elle a obtenu sa licence de français, elle devait aller enseigner dans un lycée, d'accord. Elle s'est dit, moi, je ne suis pas faite pour ça. Et donc, je dois aller faire mes études, continuer mes études de mathématiques. Et elle a continué à faire, s'inscrire dans les mathématiques à Göttingen, une des universités les plus prestigieuses à l'époque. Et donc, elle s'inscrit à une thèse de doctorat et qu'elle réussira brillamment. Et elle soutient sa thèse en 1918. Et dans son jury, il y avait Hilbert,
grand mathématicien à l'époque. Il a été ébloui par l'esprit transcendant de cette jeune fille, Amy Noether. Et donc, quand elle termina sa thèse, et elle a soutenu brillamment, il lui proposa de venir enseigner les mathématiques à l'université de Göttingen. Et puis là, le département de mathématiques s'est soulevé. Il dit, c'est comment ça? Une femme vient enseigner dans un département de mathématiques. C'est une offense au département. La femme n'avait pas le droit d'enseigner à l'université à l'époque. Et comme les Allemands à l'époque disaient, la femme, c'est les 3 K. Kuchen, Kinder und Kuchen. Ça veut dire que la femme est faite pour faire de la cuisine, pour aller à l'église et pour enfanter des enfants. C'est ça le rôle de la femme. Et donc, malgré tout cela, Hilbert insista et il l'inscrit à enseigner à l'université, mais pas par son nom. Elle enseignait à l'université au nom de Hilbert. Il ne fallait pas que son nom figure dans le listing et elle enseignait gratuitement. Donc ça, c'est Amy Noether. Et puis en 1918, quand elle était à Göttingen, vers la fin de 1918, elle révolutionne les mathématiques avec une répercussion extraordinaire dans le monde de la physique. Elle sort un théorème, c'est ce qu'on appelle le théorème de Noether. Einstein commenta ce théorème et dit, ce théorème, Amy Noether est peut-être l'une des plus prestigieuses mathématiciennes de son époque. Parce que son théorème a permis à Einstein de voir la physique autrement. C'est ce qu'on appelle la conservation des grandeurs, la notion de symétrie. Elle introduisait la notion de symétrie, d'accord, dans les fondements des mathématiques et les fondements de la physique. Et le théorème de Noether, il dit, il existe une relation entre relativité, symétrie et loi de conservation. C'est-à-dire que toutes les lois de conservation de la nature sont symétriques. La symétrie est la base de cet univers, est la base de la construction de cette nature, et à la base de toutes les théories qui sont développées. D'accord? Et donc nous avons là un raisonnement cohérent qui nous permet de poser une loi. C'est ce théorème de Noether, d'accord, de la conservation des grandeurs, qui va nous permettre de poser des lois. Et en physique, d'accord, cela permet d'avoir 3 grandeurs dans la nature qui se conservent. L'énergie, la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation du moment cinétique. Ce sont ces 3 grandeurs qui se conservent dans l'univers aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres grandeurs qui se conservent. La première, c'est la conservation de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? La conservation de l'énergie, c'est l'uniformité du temps. Le temps est uniforme, partout. Le temps est le même. Qu'est-ce que ça veut dire l'uniformité du temps? Et qu'est-ce que ça a comme répercussion la notion de conservation d'énergie? Si vous faites une expérience aujourd'hui, disons, vérifier F égale m gamma. Si on l'avait fait en 1500, d'accord? On l'a refait aujourd'hui et on l'a refait dans 200 ans, dans les mêmes conditions, on obtiendrait les mêmes résultats. Parce qu'il y a la conservation de l'énergie, il y a l'uniformité du temps. La deuxième grandeur qui se conserve, c'est la quantité de mouvement. C'est l'uniformité de l'espace. L'espace est partout le même. Ça veut dire que si je fais cette expérience, F égale m gamma, dans les mêmes conditions, ici, au Brésil ou dans l'Antarctique, j'obtiendrai toujours les mêmes résultats. Ça veut dire que les lois s'appliquent partout. S'appliquent quel que soit le temps et quel que soit l'espace. Et la troisième grandeur qui se conserve, c'est l'énergie cinétique, c'est les moments cinétiques. Ça veut dire quoi la conservation? C'est l'isotropie de l'espace. Ça veut dire que toutes les directions sont les mêmes dans cet espace. Que vous êtes dans la direction du sud ou que vous la faites dans la direction du nord, vous obtiendrez toujours les mêmes. Si vous orientez votre expérience vers le sud ou vers le nord, vous obtenez toujours l'isotropie de l'espace. Mais ceci, par rapport à ces lois, il reste toujours des mystères. La translation dans le temps,
qui est la conservation de l'énergie, la translation dans l'espace, d'accord, qui est la conservation de la quantité de mouvement, et la conservation du moment cinétique, c'est la rotation. Mais tout ça ne nous permet pas de définir l'origine du temps, l'origine de l'espace, et quelles sont les directions privilégiées. Donc voilà un peu ces mystères qui restent cachés, et ce fameux théorème de Noether qui a permis, d'accord, à toutes les lois aujourd'hui qui se concernent. Alors, si je vous pose la question, quelle est la différence entre une loi, une théorie et un modèle? Quand vous faites des mathématiques ou vous faites de la physique, vous utilisez parfois, et on mélange parfois, on confond entre la notion de loi, la notion de théorie et la notion de modèle. D'accord? Dans les termes les plus simples, une loi prédit ce qui se passe et résiste au changement. F, par exemple, quelle est la loi qui est une loi universelle de la gravitation? F égale G, M fois M' sur R au carré. C'est-à-dire que deux objets, d'accord, exercent l'un sur l'autre une force de gravitation, d'accord, qui est en fonction de leur masse et en fonction de la distance qui les sépare. Donc F égale G, M fois M' sur R au carré est une loi. C'est une loi qui a résisté au changement, d'accord, et qui résiste au changement et qui prédit, parce qu'à partir de là, je peux prédire ce qui peut se passer, d'accord. Mais une théorie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose pourquoi, et elle est évolutive. Une théorie, elle vous donne pourquoi, le pourquoi de la chose. Quand je dis la théorie de Einstein, la théorie de la relativité, d'accord, restreinte, d'accord, elle vous explique, d'accord, comment se fait la gravitation, la force de gravitation. Quelle est l'origine de cette force de gravitation, d'accord? Parce que dans la loi universelle, elle ne vous donne pas l'origine de la gravitation. C'est la théorie qui vous dit que la gravitation, c'est une déformation de l'espace-temps. D'accord? Donc elle est construite sur cela. Donc la théorie, elle vous donne... Mais la théorie, elle est évolutive. Mécanique classique évolue vers la relativité restreinte, évolue vers la relativité générale, et ainsi de suite. D'accord? Mais F, la loi universelle, reste toujours la même. Vous l'appliquez pour les astres, vous l'appliquez pour les atomes, vous les appliquez partout. D'accord? Donc, vous voyez un peu la loi. Donc, ça veut dire qu'une loi est évolutive et une loi résiste au changement et une théorie est évolutive. Et elle vous explique ça. Alors, une théorie ne deviendra jamais une loi, il faut le savoir. Une loi peut bien se déclencher une nouvelle théorie. Une loi peut déclencher une nouvelle théorie. Mais une théorie ne peut pas évoluer vers une loi, d'accord, qui sera figée. Vous le voyez. Mécanique classique, elle évolue relativité restreinte. Relativité restreinte, elle évolue vers relativité générale. Ensuite, modèle standard. Ensuite, mécanique quantique. Et ainsi de suite. Nous sommes toujours dans une évolution des théories. Mais F, la loi universelle de la gravitation, elle n'a pas changé. Donc voilà un peu pour pouvoir. Et un modèle, c'est quoi? Un modèle est une partie intégrante d'une théorie. Ça veut dire que c'est une théorie dans des conditions spécifiques, dans des conditions bien spécifiques. Voilà ce que cette théorie devient. Elle devient un modèle paramétrisable où j'introduis d'autres paramètres, d'accord? Mais dans une théorie, quelle est l'inverse? Quelle est la différence entre un modèle et une théorie? Dans une théorie, j'introduis des grandeurs universelles. La constante de Planck, par exemple, la constante de la vitesse de la lumière, d'accord? Ce sont ces grandeurs universelles que j'introduis dans les théories. Mais dans les modèles, je peux introduire des paramètres que j'ajuste, d'accord, en fonction. Et donc, vous pouvez avoir donc, des théories. Vous pouvez avoir des théories. Il y a combien de grandeurs universelles? Il y a 4 grandeurs universelles. Vous pouvez avoir des théories à une grandeur universelle, comme F égale M, F égale G fois MM carré, c'est G, c'est la constante universelle de la gravitation. Vous pouvez avoir des théories à 2 grandeurs universelles, G et C, la vitesse de la lumière, comme dans la relativité, d'accord? Vous pouvez avoir des théories à 3 grandeurs universelles, G, C et H.
d'accord? Constante de Planck. Et vous pouvez avoir des théories à 4, la constante de Boltzmann, K. D'accord? Donc, aujourd'hui, la plus grande théorie qu'on peut avoir avec le plus grand nombre de grandeurs universelles sont à 4, d'accord? Mais dans les modèles, vous pouvez avoir à 11 dimensions, à 11 paramètres, à 7 paramètres, à 5 paramètres, à 6 paramètres. Ce ne sont pas des grandeurs universelles, mais c'est d'autres paramètres qu'on introduit dans les modèles. Parfait! Vous avez fait la différence maintenant entre un modèle, une théorie, ainsi de suite. Alors, Galilée avait dit, il a démontré au XVIe siècle, que peu importe qu'une théorie soit largement soutenue ou acceptée, sans un fondement mathématique démontrable, elle échouera finalement à l'épreuve du temps. C'est ce qui se passe. C'est que toutes les théories, à un moment donné, elles échouent dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, elles démontrent ses limites qui ne peuvent pas être franchissables. Il faut passer à autre chose. Galilée, c'est un être exceptionnel aussi. Il ne va pas faire un petit détour, parce que Galilée, pour moi, c'est un homme extraordinaire. C'est la première personne qui a peut-être utilisé ce concept de Bachelard, bien avant Bachelard, qui disait « réfléchissez contre votre cerveau pour faire évoluer la connaissance ». C'est celui qui a réfléchi contre son cerveau. Parce qu'à l'époque, il a dit « les choses tombent de la même façon, quelle que soit leur masse ». Ça veut dire une plume ou un marteau tombe de la même façon, quelle que soit leur masse. Alors qu'on sait bien qu'un marteau tombe plus vite qu'une plume. On le voit. Donc ça veut dire que si j'étais logique avec moi-même, je dirais non, comme le faisait Aristote, parce qu'avant Galilée, tous les gens réfléchissaient dans l'esprit aristotélicien, l'esprit d'Aristote, c'est-à-dire les choses les plus massives tombent plus vite que les choses les moins massives. Donc on était sur ce concept. Et Galilée, il vient et il dit non, les choses ne sont pas ainsi. Tous les objets tombent de la même façon. On peut pas, il n'y avait pas d'expérience pour pouvoir les vérifier à l'époque. Mais il y avait la transcendance de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire la transcendance de l'esprit? C'est imaginer des expériences physiques dans sa tête. Imaginer des expériences physiques dans son esprit. Et l'as de l'imagination, des expériences dans la pensée, c'est Einstein. Einstein, c'est le summum de la réflexion de la pensée. C'est-à-dire que toutes ces expériences qui lui ont permis de faire la théorie de la relativité restreinte ou théorie de la relativité générale, ce sont des expériences d'ascenseur qu'il a imaginées dans son cerveau. Toutes ces expériences sont basées sur des ascenseurs qu'il a imaginés dans son cerveau. Et Galilée, bien avant, au XVIe siècle, il a imaginé, il a dit, si je prends une pierre, et si je prends une feuille, d'accord? Si je lâche la pierre et la feuille tomber, la pierre, d'accord, tombera plus vite que la feuille, puisque la pierre est plus lourde que la feuille. Mais maintenant, si j'attache ma pierre à une feuille par une ficelle, donc la masse de la pierre et de la feuille est plus importante que la masse de la pierre toute seule ou de la feuille toute seule. Donc normalement, si j'attache la pierre avec la feuille, les deux ensemble vont tomber plus vite que la pierre toute seule ou la feuille toute seule. Mais, il a dit, mais ça va faire un effet parachute. Donc ils vont tomber moins vite que la pierre toute seule. Ça veut dire que la feuille a fait un effet parachute à la pierre, et donc la pierre ne tombera pas plus vite que si elle était toute seule. Donc ça, c'est cette expérience qu'il a imaginée et qui a été vérifiée quand est-ce? Lors du voyage d'Apollo 11 sur la Lune, on a donné à Armstrong de faire cette expérience, de voir si Galilée avait raison ou il n'avait pas raison. Et on lui a donné une plume et un marteau. Et quand il est allé sur la Lune, nous l'avons tous vu, vous pouvez la voir sur la vidéo, sur YouTube, il a pris la plume d'un côté et le marteau d'un côté, quand il était sur la Lune, il a lancé la feuille et la plume, d'accord, et ils sont tombés de la même façon. Il avait crié à l'époque, Monsieur Galilée, vous aviez raison. Parce que pourquoi? Parce que dans la Lune, il n'y a pas de la résistance de l'air.
ce qui fait que les objets ne tombent pas de la même façon, c'est parce que c'est la résistance de l'air qui fait que les objets ne tombent pas de la même façon, d'accord? C'est plus tu es lourd, plus tu as une force de résister à la résistance de l'air, plus tu es léger, plus tu as moins de force pour résister à la de l'air. Vous voyez, ça c'est extraordinaire, d'accord? Et dernièrement, il y a 2 ans ou 3 ans, on a fait une expérience aux États-Unis dans le National Standard Laboratory, où on a construit une enceinte de vide parfait, d'accord, pour vérifier toute cette histoire des objets, et ça démontre, d'accord, cette histoire que tous les objets tombent de la même façon, quelle que soit leur masse. Donc la masse n'a pas de rôle à jouer, d'accord, par rapport aux objets comment ils tombent. C'est juste pour vous faire une petite intrusion dans ceci. Alors donc, comme j'ai dit, imaginez les choses pour être simplement. Alors, beaucoup de choses ne sont pas tout simplement pas. C'est pour ça que tout ce qui est simple n'est pas toujours facile. Rappelez-vous, tout ce qui est simple n'est pas toujours facile. La gravitation, c'est quelque chose de très simple, les objets tombent, mais ce n'est pas facile d'expliquer et de démontrer et de pouvoir trouver. Donc, tout ce qui est dans la science, généralement, tout ce qui est simple n'est pas aussi facile à démontrer ou à construire. Et donc, lorsque nous imaginons l'impossible, la logique est inutile et la science est impuissante à y faire face. Donc, si vous voulez imaginer l'impossible, laissez de côté la logique et laissez de côté la science. Ça va nous servir à rien. Parce que la science qui existe, elle est prouvée, d'accord? Elle ne va pas vous donner des choses qui sont impossibles à imaginer, d'accord? Donc la transcendance de l'esprit, c'est justement d'être en dehors de son esprit, parce que son esprit est logique, et par rapport à ses connaissances qui sont dans son esprit, d'accord? Donc, ils n'ont pas le même chemin à suivre. Alors, donc je vais passer sur ça. Bon, je ne vais pas rentrer sur l'évolution des mathématiques, parce que pourquoi? Parce que tout ceci, c'est... Mais juste l'imitation, l'importance des axiomes, parce que comme je dis, je vais arriver à une chose qui est peut-être... bon, je vais passer parce que je ne vais pas... On va introduire cette notion d'ignoramus et d'ignorabimus. J'ai un documentaire sur la chaîne YouTube sur cette notion d'ignoramus et d'ignorabimus pour pouvoir vous avez. Qu'est-ce que ça veut dire ignoramus et ignorabimus? Si vous prenez, si vous allez dans Wikipédia, il vous donne une abréviation du mot latin. C'est un mot latin, ignoramus, ignorabimus, qui signifie nous ne savons pas et nous ne le saurons jamais. C'est-à-dire que nous ne savons pas c'est quoi la réalité et nous ne saurons jamais c'est quoi la réalité. Donc, exprimons par là une forme de pessimisme à propos de la possibilité de connaître ou d'expliquer scientifiquement tous les aspects du monde. Ça veut dire que l'homme, aujourd'hui, est incapable de découvrir la vérité absolue. Nous savons des vérités relatives, mais les vérités absolues, nous sommes loin de les connaître. Donc, il y a une différence entre la notion de vérité absolue et la notion de vérité relative. Tout ce que nous savons aujourd'hui, ce sont des réalités relatives. Et pour cela, il y a deux écoles qui se sont interposées l'une par rapport à l'autre. Une qui dit « we don't know and we will not know », nous ne savons pas et nous ne le saurons pas, d'accord, l'ignorabimus. Nous ne le savons pas et nous ne le saurons pas. Et ça, c'est un des physiologistes allemands qui s'appelle Émile de Bois-Reymond, l'a expliqué dans son discours sur les limites de la connaissance humaine tenu à Leipzig le 14 août 1872, qui était le recteur de l'université de Berlin et qui était un physiologiste, d'accord, et il dit qu'il y a des limites infranchissables à la connaissance. C'est-à-dire, quel que soit, c'est nous rendre l'univers énigmatique à deux niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau de lien entre la matière et la façon et les formes biologiques d'une part, bon, je ne vais pas rentrer sur ça. Pourquoi? Parce que pourquoi? Comme j'ai dit, si nous réfléchissons par la logique,
et nous réfléchissons par rapport à la connaissance. Nous sommes limités par quoi? Nous sommes limités par deux choses. Premièrement, par nos sens ou par les instruments que nous utilisons. Nos sens et les instruments que nous utilisions. Qu'est-ce que ça veut dire par nos sens et par nos instruments que nous utilisons? Parce que quand nous faisons construire quelque chose, et si nous nous basons sur nos sens, c'est-à-dire nos yeux, notre ouïe, hein, d'accord? Nous voyons les choses, chacun voit les choses différemment. Et donc si nous voyons les choses différemment, les instruments, ça veut dire que nous allons, par exemple, voir à l'échelle microscopique. Plus nous avons des instruments qui peuvent aller très loin, la microscopie électronique, la microscopie à force atomique, nous allons plus loin. Mais à une certaine limite, nous ne pouvons plus y aller parce que les instruments ne nous permettent pas d'aller voir la vraie réalité qui se passe à l'infiniment petit. La même chose, les instruments que nous utilisons, les télescopes, les sondes que nous envoyons, nous envoient de plus en plus loin dans cet univers, dans d'autres galaxies. Mais il y a un mur infranchissable par rapport à nos instruments. Donc nos instruments nous limitent la connaissance de ce monde-là. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, le monde dans lequel nous vivons est relatif. Et lui-même, il est relatif par rapport à la réalité. Je prends un exemple. La lumière du soleil pour arriver sur la Terre, elle met 8 minutes. Vous savez tous que la lumière qui part maintenant du soleil pour arriver à la Terre, elle fait 8 minutes, hein, parce que par rapport à la distance Terre-Soleil et par rapport à la vitesse de la lumière, pour arriver, voilà le temps qu'elle fera. Donc ça veut dire que la lumière que nous recevons à cet instant, ça fait 8 minutes qu'elle est partie du Soleil. Ça veut dire que nous sommes le passé pour le Soleil. Nous sommes le passé pour le Soleil. Et c'est pour ça que quand on dit 10 années-lumière, 20 années-lumière, ça veut dire que la lumière qui nous arrive, ça fait 10 millions d'années qu'elle est partie de cet endroit-là. Ça veut dire que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui est le présent là-bas et le futur pour nous. Donc tout est relatif. La notion de passé, de présent et de futur est relatif. Il n'y a pas de temps absolu. Le temps est relatif. Tout ce que nous savons et tout ce que nous maîtrisons, si je vous dis quelle est la définition du temps, comme on l'a demandé à Saint-Augustin, c'est quoi le temps? Il a dit, tant que vous ne me posez pas la question, c'est quoi le temps, je sais c'est quoi le temps. Mais si vous me posez la question de me dire c'est quoi le temps, je ne sais pas vous dire comment, c'est quoi le temps. Parce que le temps est indéfinissable. Et Gödel, c'est parmi ces gens-là qui dit que le temps n'existe pas. En fait, ce qui existe pour nous, c'est l'instant. L'instant. Et le temps est une succession d'instants. Pas plus. Pour dire c'est quoi le temps, je ne peux le définir que par des instants. Et quand ça, c'est un instant que je vis. D'accord? Dans 5 moments, cet instant n'existera plus. Il y aura un autre instant qui arrivera. Donc voilà. C'est pour vous dire ceci. C'est pour ça que la limite. Et puis, il y a une autre école qui dit « We must know and we will know ». Nous devons le savoir et nous le connaisserons. Ça, c'est Hilbert. C'est la pensée de Hilbert. Hilbert, le 8 septembre 1930, il fait un discours, dans un discours célèbre à la Société scientifique des médecins allemands à Königsberg. Nous ne devons pas croire ceux qui, aujourd'hui, avec une portée philosophique et un temps délibératif, prophétisent la chute de la culture et acceptent l'ignorabimus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras et dire que nous ne le saurons jamais, d'accord, et que nous ne pourrons pas le savoir, d'accord, mais qu'il faut le savoir et il faudrait le savoir. Et donc ça, c'est tout. Parce que Hilbert, c'est lui qui a introduit la notion de nouveaux axiomes complètement différents dans les mathématiques pour passer de la géométrie euclidienne à la géométrie non euclidienne, d'accord?
et à cette géométrie qui n'est plus plane, d'accord? Une géométrie qui n'est plus plane, d'accord? Donc pour nous, il n'y a pas d'ignorabimus, et à mon avis, pas du tout dans les sciences naturelles, en opposition à ce plan. Et donc, comme j'ai dit, et donc Hilbert, s'il passe de ceci, qu'est-ce que ça veut dire en termes mathématiques? Ça veut dire que Hilbert lève le voile, d'accord? Ça veut dire que tout est décidable et complet. Ça veut dire que toutes les théories sont complètes et décidables. Ça veut dire que toutes les théories qui sont faites, et c'est pour ça quand il a construit, il a lutté pour mettre en place des théories mathématiques les plus complètes possibles. Et il s'est dit, ma bataille sera de mettre en place des théories les plus complètes possibles, c'est-à-dire les plus générales qui puissent être, et qui nous permettent de décider sur la vérité. D'accord? Donc pour lui, c'est mettre en place des théories décidables et complètes. Donc, je ne vais pas rentrer dans ceci, mais donc tout allait bien, tout était bien, jusqu'à un homme arrive. Donc tout le monde pensait que les théories construites de mathématiques, et que tous les mathématiques qui sont la façon de faire des mathématiques, ce sont des théories qui sont complètes et décidables. Complètes et décidables. Et puis, Gödel arrive et tout ce qu'avait construit Hilbert s'effondre. Et en plus, Kurt Gödel était jeune Autrichien, né en 1906 à Brünn, en Autriche, qui a fait sa thèse en Autriche, d'accord, a soutenu sa thèse en 1930 sur une nouvelle conception